Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Pile ou SaaS, le podcast qui plonge dans les coulisses du monde SaaS. Je suis Cédric Meignier et aujourd'hui je reçois Nicolas Baudin-Guittard, cofondateur et CEO de Label4 AI, la deep tech qui démasque les deepfakes. Nicolas, c'est un profil juridique à la base. Avant Label4 AI, il a d'abord été juriste chez Groupe TF1, il est passé par le secteur du cloud ou encore par le business du search chez le moteur de recherche Quant. À l'intersection droit, tech et société, il milite pour une infrastructure européenne de détection qui permet de distinguer le contenu réel du contenu, je dirais, synthétique. Fan de littérature médiévale chinoise, de gaming, de pixel art, il pratique le Pak-Mei, c'est un style de kung-fu spécialisé dans la percussion. Label4 AI vient de faire une levée de 1 million d'euros pour industrialiser sa techno. Alors, on va évidemment approfondir tout cela avec Nicolas dans un instant, mais avant de plonger dans cette conversation, un mot pour vous, dirigeants, responsables marketing de SaaS. Et si dans 14 jours, vous pouviez faire augmenter significativement le taux de conversion de votre site. Comment ? C'est hyper simple. Une vidéo de 60 secondes sur votre page d'accueil ou landing page. Une vidéo qui explique clairement votre solution et donne envie d'acheter immédiatement. Alors, notre méthode, on analyse votre offre, on rédige le script parfait, on crée des animations motion design qui claquent et on vous livre une vidéo qui convertit, tout simplement. Demandez votre consultation gratuite maintenant via mon profil LinkedIn et dans 14 jours, vous pourriez avoir la vidéo qui change tout. Maintenant, place à notre invité. Bonjour Nicolas. Bonjour Cédric. Merci beaucoup pour cette invitation. Avec plaisir. Bienvenue dans Pile ou SaaS. Pour commencer, Nicolas, je te pose une série de questions à choix binaire et tu réponds instantanément. Prêt ? C'est parti. Allons-y. C'est parti. Lève-tôt ou couche-tard ? Couche-tard. Bureau ou remote first ? Remote first. Bureau. Bootstrap ou levée de fonds ? C'est difficile. Levée de fonds, forcément, vu l'actualité. Attaque ou esquive ? Attaque. Small logo rapide ou big logo long ? Small logo rapide. Prix affiché ou contactez-nous ? Contactez-nous. France d'abord ou international direct ? Je vais botter en touche, je vais dire Europe. API first ou interface first ? API first. Détection passive ou watermarking à la source ? Les deux c'est bien, mais watermarking à la source d'abord. C2PA ou tatouage propriétaire ? Tatouage propriétaire. Monosegment ou multi-industrie ? Multi-industrie. Force ou rapidité ? Je peux pas répondre à ça, c'est impossible. Les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Pile ou SaaS ? SaaS. Merci d'être prêté au jeu. Alors, d'où te vient cette attirance pour la culture chinoise, là, entre la littérature ou la pratique du Pak-Mei, ce kung-fu percussif ? C'est une excellente question. D'aussi loin que je me souvienne, c'est quelque chose qui m'a attiré. Probablement parce que je suis quelqu'un de très curieux de nature, et que j'aime. Alors, je vais pouvoir te répondre. Je pense que le fondement de tout ça, c'est que j'ai une passion pour le Tao, le courant du taoïsme, qui est quelque chose qui est une philosophie qui va à l'essentiel dans le sens littéral, c'est-à-dire chercher l'essence, chercher l'explication initiale, l'absolu finalement. Et j'ai toujours eu cette soif d'absolu, de rechercher l'élégance, etc. Et donc c'est un peu le lien finalement, le courant universel, une espèce de réponse ultime finalement. Et puis voilà. Après c'est par digression, parce que je suis quelqu'un de très digressif. J'espère de ne pas trop l'être aujourd'hui. Voilà, j'en suis arrivé à l'expression du Tao dans la littérature. On la retrouve donc notamment dans les 4 romans extraordinaires chinois, et en particulier les 3 royaumes pour qui j'ai un amour particulier. Voilà. Et ensuite, le kung-fu, c'est aussi la conséquence logique de tout ça. Ça fait longtemps que tu en fais du Pak-Mei ? Le Pak-Mei, oui, ça fait à peu près un peu plus de 10 ans, ouais. Avant, je faisais des sports des sports de combat plus classiques entre guillemets, puisque j'ai fait de la boxe anglaise. Mais voilà, je me suis tourné vers le kung-fu en 2015, ouais. Alors, tu as un parcours plus de salarié, je dirais, sur ces 15 dernières années à peu près, notamment dans des grosses boîtes. À quel moment précis ou quel déclic t'a fait passer du légal au produit deep tech ? Je sais pas comment je peux raconter cette histoire, parce que ça dépend sous quel angle on la prend, mais le côté, en fait, c'est en plusieurs parties. Le côté deep tech, je l'ai depuis toujours, parce que moi je suis vraiment un passionné vraiment de techno au sens large. Toujours pareil, on retrouve cette curiosité, j'aime bien comprendre, j'aime bien être
voir enfin vraiment les nouvelles tech. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi depuis le départ. Ensuite, on va avoir le côté start-up sur lequel j'ai embrayé après TF1 en 2000, donc du coup en 2015 aussi. Où là, j'ai découvert une autre façon de travailler que les grands groupes et qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire plus de polyvalence, beaucoup plus la fin justifie les moyens entre guillemets, au sens positif du terme, évidemment. Et puis dans ce parcours-là, ensuite, après c'est une question d'opportunité, c'est-à-dire que j'ai pris des responsabilités. Donc évidemment, j'ai du parcours juridique assez classique, et puis après forcément avec le milieu des startups on est soumis un peu plus. J'ai fait des achats, j'ai fait des RH, j'ai fait un peu de finance, les levées de fonds, etc. Donc un peu en multipliant les cordes à mon arc, et l'opportunité de Label Force s'est créée par un de mes associés cofondateurs et amis, Anthony, qui est CSO de Label Force, qui avait cette opportunité. Ils étaient à la recherche d'un orchestrateur finalement du projet. Et mon profil correspondait. Alors en plus coïncidence, c'est des gens qui sont, mes associés, on est tous, on est pour 2 tirs à Rennes. Et voilà, on s'est rencontrés. Il y a eu un coup de cœur. Donc c'est, comme on dit souvent, aussi et avant tout une histoire d'homme, une belle entente. Et puis ça a matché. Donc parce que c'est des gens je travaille avec des gens qui sont absolument brillantissimes, beaucoup plus que moi d'ailleurs, mais qui n'ont pas forcément envie de se coller au rôle de l'orchestration, de l'administration, de la levée de fonds, de la finance, etc. Et donc ça c'est mon rôle. C'est intéressant. Qui aujourd'hui du coup l'équipe de Label 4 et qui fait partie de ces personnes que tu décris là, extraordinaires, et qui sont je dirais à l'origine en fait du projet? On est, ça surprend toujours, mais on est 6 cofondateurs, donc ce qui peut paraître beaucoup, mais ce qui a énormément d'avantages. On pourra en reparler. Et on est vraiment 4 associés à temps plein dans la structure, et 2 autres qui sont plus sur un rôle d'advisory. Globalement, on a une articulation tech compliance. C'est-à-dire que côté, je vais commencer par la compliance. Donc il y a moi-même CEO et Anthony, donc CSO, qui est donc lui a un profil vraiment affaires publiques. Il était responsable des affaires publiques chez TF1 pendant après avoir été juriste. Donc il a resté 20 ans de carrière chez TF1. Évidemment, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est une amitié de plus de 10 ans. Et puis on a les autres qui sont beaucoup plus tech, donc qui sont tous PhD. Alors il y a Vivien qui est notre CTO, on a Ronnie qui est Head of Digital Forensics, et puis donc qui sont tous les deux dans la structure à proprement parler, donc à 100% dédiés. Et on a les 2 autres fondateurs restants qui sont plutôt dans un rôle d'advisor. Donc on a Teddy Furon qui est donc une sommité mondiale en termes de watermarking et qui est directeur de recherche à l'INRIA notamment. Et puis on a Mathieu Desoubeaux qui est lui CEO d'une autre boîte, Imatag, qui fait aussi du watermarking et qui est une boîte partenaire de Label 4. D'accord. Alors le INRIA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Tout à fait. Et vous avez aussi une collaboration, je crois, donc avec des chercheurs de l'INRIA, comme tu l'as mentionné à l'instant, mais oui. Il y a aussi le CNRS qui est un peu qui est proche aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est articulé et qu'est-ce que ça change pour est-ce que c'est quelque chose de prépondérant dans on va dire la robustesse et la crédibilité du produit? Alors, c'est une excellente question, surtout que ça touche à un de nos piliers. Donc aujourd'hui, parmi nos 4 piliers, un des plus importants, ou en tout cas un de ceux qui nous distingue le plus, c'est vraiment j'utilise souvent le terme de catalyseur de l'excellence scientifique, parce qu'on a vocation finalement à transformer l'essai des laboratoires de recherche et d'être vraiment dans une logique de partenariat, c'est-à-dire que nous, on offre un terrain de jeu industriel et opérationnel à ces laboratoires de recherche, donc et notamment le CNRS, l'INRIA, mais on est aussi en discussion avec certaines autres universités européennes, notamment en Italie. En contrepartie, finalement, nous, on a aussi une vue un peu anticipée, finalement, sur les innovations qui arrivent dans nos secteurs de spécialité. Et donc, c'est vraiment win-win, c'est-à-dire typiquement, on est prêt à accueillir des doctorants dans le cadre de conventions CIFRE. On essaye au maximum de transformer cet essai
sans piller le travail de la recherche, mais plutôt en essayant, le mot est un peu fort, mais de le sublimer, et puis nous d'offrir vraiment ce terrain de jeu qui permet d'avoir, parce que bon, le nerf de la guerre, c'est la data, et donc finalement d'avoir un peu de data pour alimenter les travaux académiques et donc sortir du pur cadre académique et extrapoler un petit peu autour de ça. Donc c'est vraiment cette espèce de collaboration qu'on aime vraiment mettre en avant. Ouais, en quelque sorte, vous mettez de l'applicatif sur la table qui permet de pouvoir finalement, d'amorcer un cercle vertueux qui permet de continuer, d'approfondir les recherches, de leur apporter quelque chose qui va être plus applicatif justement, et puis en même temps, vous bénéficiez de cette excellence de ces champs de recherche, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais, on est tout à fait tous liés de façon, enfin tous, surtout côté tech. Finalement, avec ses laboratoires, Ronnie, lui, il vient de terminer son doctorat, donc avec le CNRS, et donc vraiment spécialisé lui plutôt dans la détection forensics. Et voilà, il a beaucoup d'échanges avec des laboratoires pour voir ce qui arrive, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, parce qu'on a aussi des cas de typiquement de détecteurs qui fonctionnent extrêmement bien dans un milieu académique avec un dataset parfaitement contrôlé, et puis dès qu'il est soumis à je vais prendre une illustration mais qui est pas forcément réelle, mais à des niveaux de compression différents par rapport au contenu, ça a peut-être plus marché. Donc voilà. C'est très très vertueux, ouais. J'aime bien l'idée. Vous disiez de manière un peu triviale en introduction que Level 4 AI c'était la deep tech qui démasque les deepfakes. Et moi j'aimerais, pour moi déjà, et puis pour ceux qui nous écoutent, que tu nous éclaires encore plus sur l'activité de Level 4 AI. Comment tu expliquerais votre solution à quelqu'un qui connaît pas grand-chose en détection, en watermarking et en forensique aussi? C'est presque la partie la plus difficile d'expliquer ce qu'on fait, parce que on peut le voir de deux façons différentes. La première, c'est de se dire que c'est une addition de technologie, une sorte de toolbox qu'on met à disposition d'une certaine mission. Et l'autre façon de le voir, c'est de partir de la mission. Et je préfère ça. C'est-à-dire que notre mission, c'est quoi? C'est apporter une réponse en miroir à, désolé pour le poncif, mais la révolution de l'intelligence artificielle et des moteurs de génération. C'est un peu évident, mais je suis obligé de passer par là. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, l'intelligence artificielle amène à 3 caractéristiques qu'on identifiait qui changent la donne pour tout le monde. Le plus évident, c'est le fait que c'est hyper réaliste et ça permet de copier la réalité, mais via du synthétique, de façon extrêmement simple. Et les 2 autres paramètres sont sont connexes. C'est des outils qui sont hyper cheap aujourd'hui et très facile d'accès, et n'importe qui peut les manipuler sans compétences particulières. Et le dernier aspect, c'est que ça permet de produire des contenus en masse, de façon automatisée, et d'inonder littéralement l'environnement numérique. Et donc, tout ça amène un certain nombre de problématiques qui vont complètement bousculer les workflows déjà en place, et à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que le synthétique et l'organique sont complètement confondus et dans des proportions totalement hallucinante. Et nous, la solution qu'on doit apporter, elle doit être en miroir, donc comme je disais, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on veut permettre aux entreprises de garder le contrôle et éviter de le perdre. Et donc à 2 niveaux. C'est-à-dire, sur leur production, donc la capacité de marquer les contenus qu'elles produisent synthétiques en ayant parfaitement conscience de cette nature synthétique. Et 2, d'identifier les contenus qui leur sont soumis, donc par la détection. Et donc il y a cet aspect entrée-sortie. Et ça correspond finalement à ces 2 blocs technologiques que tu as évoqués, effectivement, que sont d'une part le watermark pour l'étiquetage et d'autre part la détection passive ou forensics, c'est un peu similaire, pour la réception. Et donc nous, on se construit autour de ça, et donc de 4 paramètres au niveau de nos solutions qui vont être la multimodalité, c'est-à-dire qu'on travaille sur tous les types de contenus. Texte, audio, vidéo, image, à un niveau scalable, c'est-à-dire que la capacité de passer à l'échelle dans les solutions qu'on propose, elle est extrêmement importante. On n'est pas sur un détecteur qu'on met à disposition du public où il va pouvoir faire des tests. On est sur une brique technologique qui doit être embarquée dans les entreprises pour pouvoir contrôler les workflows qui sont en place. On a l'excellence scientifique qui est vraiment chevillée au corps, mais ça on a déjà parlé.
Et un autre aspect qui me tient à cœur depuis très longtemps, c'est la souveraineté. Ça, c'est le dernier pilier sur lequel on ne tergiverse pas, que ce soit au niveau de nos capitaux, que ce soit au niveau de nos outils, de nos infrastructures, on est en Europe. On s'accorde l'exotisme maximum qu'on s'accorde, c'est la Suisse. Pour certains outils, parce que parfois c'est pas facile de trouver forcément au niveau de l'Europe. Et donc voilà, tout ça c'est un ensemble. Aujourd'hui c'est 2 technos, peut-être que demain ça sera 3, ça sera 4, qui vont au service d'une mission qui est donc de marquer, détecter, garder le contrôle sur l'équilibre entre l'organique et le synthétique. Alors là on peut aller loin, d'ailleurs je te parlais du Tao, on peut parler du Yin, du Yang, de l'équilibre entre l'organique et le synthétique, que les deux finalement s'équilibrent. Mais voilà, tout ça c'est pour bâtir une IA de confiance, parce que on peut aborder notre mission sous l'angle de attention, c'est très dangereux, l'intelligence artificielle. C'est absolument pas notre point de vue. Notre point de vue, c'est que c'est une révolution, que c'est une bénédiction aussi, mais que ça nécessite un encadrement minimum. Et puis, après, on pourrait peut-être parler du contexte réglementaire qui est un peu particulier aussi, mais j'allais justement, en fait, c'est peut-être la différence qu'il peut y avoir entre reprendre un peu le contrôle des choses d'une machine un peu folle qui est lancée à pleine vitesse, on ne sait pas trop qui pilote quoi, comment, etc., avec la différence avec une régulation qui là plus qui va être de contraindre, etc. Donc vous êtes plus sur reprendre un peu le contrôle des choses plutôt que de réguler les choses. Les deux sont liés. En fait, j'ai l'habitude parce que alors on va donner un peu de contexte et il y a peu de gens qui le savent, mais le règlement l'IA Act, donc le règlement européen, dans son article 50, qui fait partie du dernier bloc qui sera applicable à partir de août 2026, oblige toutes les productions issues d'un moteur génératif à être étiquetées comme telles via une technologie fiable et robuste. Donc en fait, c'est quasiment un des éléments fondateurs de ce projet-là, c'est que ça va devenir obligatoire. Alors, nous-mêmes sommes en discussion avec la Commission européenne et le bureau de l'IA, l'AI Office. À la rentrée, on a encore des workshops. On ne sait pas encore quelle technologie exactement va être amenée, mais il y a de grandes chances que le watermark soit une des technologies retenues, parce qu'il y a aussi la métadonnée, etc. Mais pour ces paramètres, en termes de robustesse et de sécurité, le watermark est le meilleur candidat. Et on l'a vu d'ailleurs parmi les initiatives réglementaires qui peuvent exister à travers le monde, que le watermark était souvent cité et retenu. On peut parler de l'exemple malheureux des États-Unis, jusqu'à l'arrivée de l'administration Trump 2 actuelle. Les décrets Biden obligeaient ces contenus justement générés à être étiquetés, et notamment via le watermarking. Alors ça a été annulé, mais l'idée elle est là. Et puis c'est repris de façon dans la réglementation chinoise, la réglementation indienne vient de l'amener. Donc il y a un vrai cadre réglementaire qui pousse cette solution en avant. Mais j'ai l'habitude de dire, et c'est pour ça que j'ai pas commencé par le cadre réglementaire, que c'est pas parce que c'est réglementaire que c'est nécessaire, c'est parce que c'est nécessaire que c'est passé dans la réglementation. Il faut bien faire attention à ça parce que, alors évidemment je suis juriste, c'est quelque chose sur lequel je peux être assez prolixe, mais on a l'habitude d'opposer l'innovation et la réglementation. Pardon, mais c'est une connerie, parce que la réglementation permet d'innover sereinement. On le voit, c'est-à-dire qu'il y a des abus, c'est sûr, mais cette obligation de garder le contrôle via la connaissance de la nature du contenu, elle est absolument nécessaire, et personne ne pourra dire le contraire. Je peux rendre juste un exemple simple, qui est, parce que Deezer a fait un travail assez formidable là-dessus, la musique. La plateforme de streaming, ouais. Ouais, la plateforme de streaming musical, qui aujourd'hui refuse. Alors, la conséquence est peut-être pas forcément la bonne, mais peu importe. Finalement, ils ont dit qu'il était nécessaire de détecter les musiques qui étaient générées par intelligence artificielle de façon automatique, tout simplement. Et c'est pas, en fait, et là on en revient sur le côté agnostique de notre position. C'est pas grave d'écouter de la musique générée par intelligence artificielle. On a même le droit de l'apprécier et personne va vous juger pour ça. En revanche, il est très important de savoir ce que vous écoutez comme musique au moment où vous l'écoutez. Si ça a été produit par quelqu'un qui a passé 150 heures ou ça a été généré automatiquement par IA, on n'y accorde pas la même valeur. C'est pas le cycle de production est pas le même, le cycle de commercialisation est pas le même. Il est important d'être
très clair sur la nature des choses. Non, c'est clair. En plus, là, tu cites le sujet des plateformes de streaming. On voit effectivement qu'il commence à y avoir un gros mouvement de production automatisée. En fait, ils sont en train de craquer le modèle Spotify, Deezer, etc. en les gavant de musicomètres générés par intelligence artificielle, pour essayer de capter du revenu de cette manière-là. Donc, c'est vrai que là, on n'est plus trop dans une démarche artistique. Exactement. On est vraiment... Mais tu dis ça pour ça, mais ouais. C'est aussi le cas pour Instagram, c'est aussi le cas de manière générale pour l'audience. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là où on en vient par rapport au fait que la combinaison des éléments, c'est-à-dire que facilement, n'importe qui peut produire quelque chose qui ressemble à la réalité et en masse. Et donc, par exemple, sur Amazon, je crois que le nombre de bouquins qu'on peut déposer je sais plus, je vais dire une bêtise, mais c'est quelque chose comme une 40aine de livres par mois. Qui est capable d'écrire 40 livres par mois? C'est invraisemblable. Des cahiers de coloriage, oui, peut-être. Mais... Et encore, faut travailler dur quand même. C'est pas si simple. Alors, écoute, on va revenir un peu plus sur le projet en lui-même. Déjà, je vais repréciser, je sais pas si ça a été clair, mais le projet, il existe depuis quelques mois, finalement. La boîte, Elle a été montée, fin d'année, début d'année 2025 ou fin d'année 2024? Fin d'année 2024, oui. Donc, on est sur vraiment quelque chose de tout frais. Qu'est-ce qu'il en est, en tout cas, du modèle économique? Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça va être viable économiquement? Est-ce que ça l'est déjà aujourd'hui, d'ailleurs? Déjà, la société, effectivement, est récente, mais elle capitalise sur des technos et des expériences qui sont beaucoup plus anciennes que ça. C'est-à-dire que, je te parlais des profils qu'on avait, on est pas mal, désolé les gars si vous écoutez ça, mais sur des roublards finalement qui ont quand même pas mal roulé leur boss dans la tech et qui ont une certaine expertise et une vraie expérience, parce que il y a une techno qui est quand même assez complexe derrière, mais il y a aussi surtout un savoir-faire qui peut pas s'improviser. Donc aujourd'hui, l'équipe qu'on a réussi à rassembler, elle est quand même assez unique en Europe et on a vraiment des compétences rares. Donc même si la société est récente, elle vient capitaliser sur vraiment des années d'expérience. Le modèle économique, il est entre guillemets simple et complexe. Pourquoi? Parce que on a une telle variété d'applications en fonction de ce qu'on est capable de faire, en fonction des industries, que le modèle économique n'est pas nécessairement le même. C'est-à-dire que par rapport à là où on va se mettre dans le workflow, on va être soit sur une licence, typiquement une licence annuelle, qui embarque, parce qu'il y a un enjeu sur la mise à jour, donc c'est aussi ça qui est très important dans notre modèle. Je vais prendre l'exemple d'un détecteur typiquement de fraude documentaire qui va être intégré finalement dans un workflow. Le détecteur, il est très bien. Il a été, on l'a calibré initialement pour qu'il corresponde aux besoins, parce que nous on croit pas au détecteur universel. Il faut vraiment qu'il soit adapté aux besoins du client. Néanmoins, ce détecteur, d'une part, il a besoin de s'auto-améliorer par ses propres résultats, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que on traite les faux positifs, on voit ce que ça donne, etc. On suit. Et surtout, il y a une mise à jour par rapport aux évolutions des différents modèles de production d'IA. Parce que, alors, c'est pas à chaque nouveau modèle qui sort, parce que les patterns qu'on peut retrouver et qu'on détecte vont pas évoluer à chaque nouveau modèle. Mais par contre, quand il y a un changement de paradigme sur la façon de produire un contenu en particulier, là, il est important de faire une mise à jour. Donc, ça, c'est notre modèle de base, on va dire. Donc, cette licence. Pour le watermark, c'est la même chose. On a une licence aussi. Et puis après, on a tout un pan qui est quand même très important, qui va être sur le rev share, puisque on a une solution qui est par essence extrêmement complémentaire avec des choses déjà existantes. Je reprends l'exemple de la lutte contre la fraude. Donc aujourd'hui, nous, notre spécialité, c'est la capacité de détection de la fraude morphologique, c'est-à-dire qui est attachée aux documents à proprement parler, que ce soit la metadata, les patterns ou les artefacts visibles ou invisibles. Tout ça, c'est ce qu'on détecte. Ce qu'on ne détecte pas, ou alors pas encore, c'est d'aller faire un check par rapport à la sémantique vis-à-vis d'une base de données extérieure. On est capable de le faire, mais ça change un peu le modèle, ça change un peu la techno, ça change un peu le modèle économique. C'est pas vraiment notre façon de faire. Donc, typiquement cet aspect, cette spécialité de détection
de l'IA et des anomalies, eh ben c'est parfaitement complémentaire justement avec un outil qui va venir checker des données par ailleurs. Donc là-dessus, on est vraiment on a quelques partenariats en place là-dessus où on est vraiment plutôt sur un rev share. Et puis ensuite, est-ce que on est rentable? C'est encore un tout petit peu tôt parce qu'on a quand même beaucoup de R&D à faire. Il y a deux enjeux. Il y a un enjeu sur les innovations pures à proprement parler, et puis un enjeu sur les optimisations, c'est-à-dire capacité de temps de latence en termes de réponse. Ça c'est extrêmement important, c'est très oui, parce que c'est une matière vivante ouais. Donc tout ça il faut être up to date constamment en permanence, et puis par ailleurs on va aussi avoir tout ce qui va être optimisation des faux positifs, c'est-à-dire que j'en parle souvent des faux positifs, c'est un truc qui est intéressant parce que nous c'est quelque chose, l'excellence et le fait qu'on est très à cheval sur la capacité à amener des résultats qui sont démontrables, c'est quelque chose qui est très important pour nous et qui est un peu en opposition par rapport au marché qui vend un peu des solutions magiques en disant nous on a 98% de taux de détection, ça veut rien dire, quel est le dataset, etc. Donc le faux positif c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de maintenir le plus bas possible. Et les clients, moi je leur recommande de faire très attention justement quand on leur dit 98%, etc. Quels sont les faux positifs? Pourquoi? Parce que des faux positifs, quand on parle de lutte contre la fraude, pour rester toujours dans ce domaine-là, c'est un coût supplémentaire colossal quand ils sont trop élevés. C'est-à-dire que moi je peux vous faire un détecteur qui est super, monsieur le client, il n'y a pas de problème, il va avoir 100% des fraudes, je l'ai détecté. C'est parce que mon alerte, je vais poser mes curseurs au maximum et il va lever une alerte sur tous les documents et tous les contenus. Sauf qu'il va y avoir besoin de faire une contre-expertise derrière sur tous les documents. Le temps perdu va être colossal et on va finalement perdre de l'argent. Donc le but du jeu, c'est d'être quand même au plus proche de la réalité. De bien placer le curseur. Alors après 6 mois d'existence, vous avez closé une levée de 1 million d'euros là au début de l'été. Ouais. Félicitations déjà. Merci. Pourquoi maintenant? Alors ça c'est relativement simple. C'est pour vraiment donner le coup de boost, l'accélérateur à deux niveaux qui sont relativement classiques. Un au niveau de la tech, parce qu'il faut vraiment là on doit accélérer fort. Et puis deux au niveau des recrutements, parce que la tech ça se fait pas tout seul. Donc voilà, c'est vraiment les deux axes sur lesquels on travaille fort et qui permet donc on a besoin de cet élan principal, parce que un peu de contexte peut-être compétitif, parce que finalement la nécessité de vitesse, alors elle est liée à deux paramètres qui sont indépendants l'un de l'autre. Le premier, c'est qu'on est sur un secteur, une technologie, quand bien même on n'est pas aussi tributaire des innovations que les différents modèles, c'est-à-dire que on est moins dans la course au modèle finalement que ceux qui font vraiment des LLM. On est quand même sur une industrie qui va très vite. Donc, il faut nous aussi qu'on se calque sur cet ordre de vitesse. Et deuxièmement, je vais surprendre personne en le disant, malheureusement, il y a un certain nombre de concurrents outre-Atlantique qui ont compris le marché sur lequel on se positionne aujourd'hui un peu plus tôt que nous. En tout cas, qui sont dans un contexte d'investissement plus simple, pour le dire très simplement, et qui lèvent 20 à 30 fois plus que nous et qui donc vont très vite. Donc il faut qu'on ait la capacité de faire plus avec moins et aussi vite. Et donc c'est quoi des concurrents? C'est des acteurs de tatouage numérique, de watermarking comme Steg AI ou je sais pas Digimac, NextGuard ou Verance, ou c'est encore des plateformes de détection comme Reality Defender, Sensity, ou c'est encore d'autres acteurs? Ouais, t'en as cité au moins un là-dessus qui est vraiment un concurrent à nous et qui sont vraiment là depuis plus longtemps. Mais en fait, on va différencier les deux marchés puisqu'on n'a pas la même position. Le watermark digital, globalement, on fait partie des meilleurs au monde, sans être arrogant ou quoi que ce soit. Hein. On a pas mal de publications. Enfin voilà, les gens qui nous entourent. On sait qu'on est très bon sur le sujet et on est plutôt en lead. La détection passive, et donc vraiment le forensic à proprement parler, là on est plutôt des challengers. En revanche, et c'est là où on arrive quand même à pourquoi label, c'est que cette combinaison des deux, à ma connaissance, on est peut-être 3 au monde à le faire.
parce que c'est deux univers qui sont à l'origine différents et que nous on a mis en cohérence. Parce que en fait, c'est toute la chaîne de production du contenu synthétique, du marquage à la détection qu'on met en relief. Et l'expertise de l'un alimente l'autre. Parce que peut-être qu'on peut dire, je sais pas si t'as prévu qu'on en parle après, mais d'expliquer un peu ce que c'est que le watermark, parce que c'est un gros mot. Je pense que ça, c'est bien de donner une petite précision là-dessus, effectivement, pour nos éditeurs, ouais. Ouais, voilà. Alors, ok. Le truc important, c'est que le watermark, c'est pas ce qu'on pense. En tout cas, moi, je suis souvent confronté à ce point dans les échanges que je peux avoir avec les prospects. Le watermark, c'est une fonctionnalité. Et donc, qui rassemble plusieurs technologies. Le principe du watermark, c'est j'ai un agent invisible intégré dans mon contenu qui permet de le détecter de façon certaine ultérieurement. Et on va voir là le lien avec la détection juste après du coup. Mais ça veut dire que en fonction de la modalité concernée, donc texte, audio, image ou vidéo, eh bien le watermark va être différent et ça va pas être la même techno naturellement. Typiquement sur l'image, qui est le plus connu, c'est une modification des valeurs rouge, vert, bleu, RVB, très légère via un algorithme spécifique et qui va faire qu'on a un filtre, un tatouage, on parle de tatouage invisible posé sur mon image et donc évidemment invisible, parce qu'il y en a certains qui font du watermark avec des tatouages qui sont quand même assez visibles, ce qui est un peu dommage parce qu'on perd un peu le fait qu'on n'altère pas le contenu. Et donc en fait ultérieurement, une fois que je suis confronté à cette image, je passe dans mon détecteur et je sais de façon, j'allais dire certaine, mais je vais me faire engueuler aussi. Ouais. Quasi certaine. On parle d'une probabilité de faux positif de 1 sur plusieurs milliards. Donc ça reste quand même quasi certain. C'est sûr, ouais. Voilà. Et donc voilà, c'est l'exemple. Pour l'audio, c'est un signal multifréquence qui est caché dans l'audio. Et pour le texte, alors c'est un peu plus compliqué, c'est une modification en fait des poids du modèle du LLM qui permet, en touchant à la valeur de probabilité du token suivant, d'influencer le modèle. Et donc en fait, c'est la succession de caractères via un algorithme spécifique qui permet de créer une trace de facto et donc un tatouage dans le texte. D'accord. Alors, ouais, et alors la vidéo, est-ce que par exemple la solution de l'Institut national de l'audiovisuel de Signature, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça il y a quelques années déjà, ils avaient lancé ça pour leurs archives et ça c'était à l'époque ils étaient précurseurs, ils avaient lancé une sorte de tatouage invisible comme ça sur les images d'archives de manière à ce que ce soit reconnu. Donc c'est un peu, et sur la vidéo c'est un peu de cet ordre-là aussi alors. Exactement, la vidéo c'est la multiplication de ce que tu peux faire par rapport à l'image. Donc c'est les mêmes principes. Après les contraintes sont un peu différentes puisque il faut savoir sur le nombre de frames. Il y a une question de lourdeur du traitement. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent. En fait c'est là où tu vois, je reboucle sur le point de l'expertise qui est que oui la techno, il y a beaucoup de papier, c'est facile à comprendre etc. Mais le fait de comment mettre les curseurs, de comment faire correctement ce watermark, ça c'est pas à la portée du premier venu. Loin de là. Et voilà. Et en fait, tous les watermarks ne se valent pas. Parce que tu as dit effectivement que ça fait quelques années. Le watermark, c'est une technologie sur le principe qui est très ancienne. En revanche, elle revient au goût du jour. Elle est particulièrement adaptée finalement aux technologies génératives. Et on n'est pas les seuls à le dire. Le World Economic Forum a sorti une étude là juste au début de l'été sur les 10 technologies émergentes les plus prometteuses pour la fin 2025 et 2026. Le watermark digital est dedans. Donc aux côtés de technologies, de biotech extrêmement élaborées. Et ce qui ressort de cet article-là, c'est que il y a plein de watermarks différents. Et donc c'est là où je veux en venir, c'est que l'expertise qu'on a là-dessus, il y a peu qui l'ont. C'est-à-dire plus ou moins visible, plus ou moins robuste, plus ou moins sécurisé. Je peux pas citer de nom parce que je veux enfoncer personne, mais on a un générateur qui a sorti un watermark en open source, donc c'est-à-dire qu'avec la capacité de voir quelle va être la clé de chiffrement, c'est une catastrophe. Parce que ça veut dire que dans ces cas-là, tu as accès à la capacité de reproduire ce watermark et donc de faire de n'importe quel contenu un contenu qui appartiendrait à ce générateur. Et ça, c'est catastrophique. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas de watermark qu'un très mauvais watermark. Et alors après, on peut le dire aussi, on n'est pas le seul à le faire. On n'est pas en compétition avec les GAFAM parce que eux ne le font pas pas dans la même logique.
mais par contre, il montre à quel point c'est la technologie qui est adaptée. On peut citer Google, notamment avec SyntID, qui donc watermark leur contenu et notamment leur contenu vidéo. Et eux, leur objectif, et la plupart des gros générateurs de contenu, ils ont le même objectif, c'est de ne pas réalimenter leur propre modèle avec des contenus issus des modèles, pour éviter d'avoir cette dégradation permanente. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, avoir le watermark, ça permet d'identifier de façon certaine. Donc, une levée de fonds de 1 million d'euros, ça va vous permettre d'accélérer justement sur la tech et puis de recruter. Mais alors, auprès de qui vous avez levé ces fonds qu'est-ce qui les a convaincus? Auprès de qui? Je peux pas donner de nom parce que c'est des BA. Ah, donc, c'est du business angels. Okay. C'est du business angels. Je peux en citer un parce que ça a été public. C'est le Business Angel 35, donc d'Ille-et-Vilaine, qui on a participé à un concours, un Equity Challenge. Oui, et puis ça fait résonner là, un peu l'ancrage local autour de Rennes. Voilà, donc on a gagné, on a gagné les trophées d'innovation catégorie transformation numérique. On a gagné donc cet Equity Challenge. Enfin, on a fini deuxième, pardon, et on a gagné un accès au West Web Festival, qui est aussi encore une autre compétition de start-up. On a un projet qui résonne bien. On va être très clair. Enfin, je veux dire, je dis pas que c'est facile. C'est jamais facile les levées de fonds mais je m'attendais à que ce soit plus difficile. Parce qu'on a un projet qui résonne, parce qu'on a un projet qui est cohérent, parce qu'on a une équipe qui est vraiment hyper balèze. J'insiste encore une fois sur l'équipe, mais c'est un plaisir. C'est des gens qui sont extrêmement perfectionnistes, qui ont l'habitude de produire de façon industrielle et qui ont l'habitude de creuser et de pas vendre du rêve. Donc en fait, je pense que c'est cette, on va dire, maturité technologique qui vraiment attire. C'est-à-dire, et puis c'est un ensemble d'éléments qui est le contexte réglementaire est le bon, le contexte de marché est le bon, l'équipe est la bonne, et l'expérience qu'on a vient finalement catalyser tout ça. Et on a le bon écosystème derrière nous. Ouais, on vous souhaite que les planètes continuent d'être alignées. Alors, tu parlais de Monsieur Client tout à l'heure. Est-ce qu'il y a vous avez déjà des clients concrètement aujourd'hui? Oui. Qui sont-ils? Si tu peux pas les citer, nous expliquer un peu la typologie, le genre de clients. Est-ce que ces clients que vous avez aujourd'hui, ce sont ceux que vous visiez, ou alors c'est des opportunités que vous n'aviez pas vues? Comment, voilà, c'est votre clientèle. Parle-nous un peu de ça. Je vais encore faire une réponse de juriste. Je suis désolé. C'est toujours pareil. C'est toujours une réponse de Normand, même si je suis breton. Donc voilà, c'est pour le principe. Mais alors aujourd'hui, notre plus gros secteur, ça va être vraiment tout ce qui va être banque, finance, assurance, audit. Donc c'est-à-dire vraiment plus la fraude. C'est évidemment un des premiers éléments qu'on avait identifié. Mais qui est pas il y a pas de surprise par rapport à ça. Le deuxième segment sur lequel c'est un peu moins avancé, mais qui était évident aussi, mais il faut un peu plus de temps pour de la pédagogie, c'est justement le watermark à proprement parler. Typiquement, on va avoir une marque notoire qui désormais, ça va t'intéresser d'ailleurs, parce que on a beaucoup parlé avec les agences marketing. Aujourd'hui, les agences produisent, et je pense que c'est la catégorie qui a le mieux appréhendé les outils d'IA pour la production. Honnêtement, je suis surpris parce que vraiment, ils ont 6 mois, peut-être 1 an d'avance par rapport au reste du marché. Et du coup, ils ont tout de suite compris l'intérêt du watermark, qui est que dans la production, le fait d'intégrer dès le moment de la production avec l'IA, puisque c'est ça maintenant les nouveaux outils de production, et c'est très bien, d'avoir une marque qui est complètement robuste, et ça permet de suivre la viralité des contenus. Et c'est-à-dire que tu changes de format, t'as toujours ton watermark. Tu prends une capture d'écran, t'as toujours ton watermark. Tu prends juste l'audio, tu gardes un watermark. C'est un moyen de tracking supplémentaire qui est génial pour les... Complètement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. C'est en discutant qu'on s'est rendu compte de ça. Et puis il y a encore plein de marchés à explorer, et notamment alors il y en a comment dire dans l'ordre. Alors évidemment, je peux pas communiquer de nom. Ils sont pas du tout d'accord pour des raisons évidentes, qu'on est vraiment borderline dans le secteur de la cybersécurité.
Et il y a des enjeux, j'ai beaucoup parlé de robustesse et de sécurité. En fait, il y a des enjeux qui sont liés à la capacité, de comprendre nos capacités. C'est-à-dire que plus tu vas avoir la capacité d'éprouver un détecteur, plus tu vas pouvoir le contourner. Plus tu vas avoir d'images ou de sons ou de contenus qui sont où tu as une certitude qu'il y a un watermark, plus tu vas essayer de pouvoir en déduire le watermark. Alors évidemment, on a des clés de chiffrement qui permettent d'éviter ça, mais la discrétion fait partie intégrante de notre industrie. Donc je ferme juste cette parenthèse et je reviens sur le fait que identifier les données de synthèse de manière générale, ça c'est un des cœurs de notre business. Des données de santé, des données, les données de santé, ouais, c'est un bon point à explorer, puisque finalement la production de données typiquement biométriques à l'aide d'outils de génération, ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, et c'est extrêmement important de pouvoir marquer ces contenus dès leur création, pour des raisons de compliance et pour des raisons évidemment de capacité de traitement de ces données ultérieures. Et puis il y a peut-être un dernier truc. Alors je fais pas une annonce parce que c'est un secret de Polichinelle. On en parle un petit peu, mais c'est plutôt en bêta. On travaille sur une solution en live, c'est-à-dire une combinaison de watermark, de détection forensique pour les solutions de visio. C'est-à-dire la capacité d'une part de dire tiens, ce flux-là, cette personne-là, je la connais, c'est un tatouage, donc le flux est tatoué, donc je suis certain que c'est la bonne personne. Et si jamais tu as des tiers, c'est de dire attention, ce flux a été manipulé. Ah oui, de pas être devant un deepfake ou autre, quoi. Exactement. Ce qui alors et c'est pas le futur, hein, ça a déjà été fait. Il y a déjà alors pas forcément en France, j'ai pas d'exemple, mais typiquement plutôt en Asie où il y a une campagne nord-coréenne de gens qui passaient des job interviews en se faisant passer pour quelqu'un d'autre et donc en utilisant du face swapping pour intégrer les entreprises et donc à pusher des malwares, etc. Donc en fait, c'est un vrai sujet dès maintenant. Vous avez des applicatifs un peu partout, mais alors vous aujourd'hui, vous avez déjà, bon, c'est un peu tôt peut-être, mais les cycles de vente, c'est quel type de cycle de vente? Entre guillemets, malheureusement, on est sur malheureusement pour nous, des cycles de vente assez longs parce qu'on est sur des entreprises qui sont quand même assez importantes. Donc on est sur des cycles de vente de plusieurs, on va dire à peu près. Ça dépend en fait si on passe par un POC avant ou pas. Si on est sur un POC, ça peut aller assez vite. Et moi, c'est ma façon préférée d'approcher les choses parce que ça permet de rassurer tout le monde. Nous, sur notre capacité à nous intégrer facilement dans le workflow et le client sur de voir nos résultats finalement très rapidement. Et puis ça permet d'envoyer ce contrat derrière. Sur un contrat en direct, c'est un peu plus long. On est sur des cycles de vente, de 6 mois. Je dis 6 mois, mais ça dépend. Typiquement, si tu parles des assurances et des banques, on a des discussions qui sont en cours depuis très très tôt dans l'entreprise et qui sont pas du tout encore finies. Quels canaux d'acquisition sont les plus effectifs, les plus performants aujourd'hui? Comment vous attirez du client? Faut faire parler de nous. Ça c'est important parce que donc il y a beaucoup de pédagogie à faire à ce niveau-là. LinkedIn nous a amené pas mal de monde, mine de rien. Les contacts en direct. Aujourd'hui, on n'est pas assez mature pour travailler sur le SEO. C'est un peu trop tôt. Et puis, j'allais dire le meilleur encore, je pense que c'est le bon vieux bouche à oreille. C'est-à-dire, finalement, moi, je crois beaucoup en la force de l'écosystème. C'est-à-dire qu'on parle avec quelqu'un qui va être dans la fraude. Il va en parler à ses propres clients, qui eux-mêmes vont en parler à leurs propres clients, etc., etc. Donc il y a vraiment, alors ça c'est très personnel et mon ami Romain m'arracherait la tête s'il m'entendait, mais je suis pas du tout fan de tout ce qui est cold mailing et cold calling. Alors probablement parce que moi j'y suis extrêmement hermétique et que je trouve que c'est très difficile de faire une approche qui est qualifiée. Je préfère avoir une approche qui va être une introduction, une qualification préalable, voilà, quelque chose. Parce que ça donne aujourd'hui, pour nous, de bien meilleurs résultats. Mais aussi parce qu'on est dans un secteur qui est sensible sur des produits qui sont très intégrés dans les workflows internes. On n'arrive pas en débarquant avec une solution qui est vraiment on top et puis il n'y a pas de mélange. On est sur des questions très sensibles. Donc à partir de là,
Ça peut pas être une vente à la criée, quoi. Non, 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 non. Non, je pense que c'est pas très utile, par exemple, d'avoir un panier sur notre site, quoi. Absolument. Mais tu parlais de cycle de vente assez long. Ça, généralement, ça veut dire aussi que les clients restent longtemps derrière. Donc c'est l'aspect aussi positif. Enfin, il n'y a pas de positif ou de négatif. C'est juste que c'est une typologie de business qui est comme ça. Tout à fait. Quelles sont les prochaines grandes étapes? J'allais dire. On va pas parler à long terme parce que la boîte existe depuis 6 mois. Donc, quelles sont les prochaines grandes étapes? T'exagères, on est là depuis 8 mois, 9 mois, je pense. Ah oui. Non, mais chaque mois, le projet est important. Voilà. Chaque semaine est importante. Mais ouais, tout à fait, ouais. Écoute, là, c'est déjà, on prépare la rentrée. Donc, nouveau branding, nouveau site, nouvelle communication. On a vraiment une campagne de com qui va être très importante. Alors, un des gros avantages qu'on a là, c'est que pour le moment, là, l'argent n'est pas un problème. On a levé, on peut exécuter. Donc en fait, on est vraiment là sur une exécution d'ici la fin de l'année. On veut multiplier. En fait, le but du jeu, c'est de continuer d'ouvrir les portes qu'on a ouvertes sur les secteurs et fermer celles qui sont pas intéressantes. Et donc vraiment trouver tous nos canaux de distribution idéaux d'ici la fin de l'année. C'est vraiment ça. Donc d'un point de vue business et d'un point de vue tech, c'est d'arriver à la fin de l'année avec le catalogue de solutions qui soit suffisamment élaboré et optimisé, on va dire, par rapport aux performances dont je parlais tout à l'heure. Alors pour un projet de la sorte avec un impact potentiel au niveau sociétal aussi, et une envergure qu'on imagine, tu l'as confirmé, au moins européenne, il faut avoir une vision, et notamment une vision tranchée sur tout ce qui va toucher à la transparence, à la sécurité des écosystèmes numériques. Qu'est-ce que toi tu imagines d'ici 5 à 10 ans en matière de ce contrôle, de régulation, d'utilisation de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut parler d'une régulation d'ailleurs, c'est quand même un peu utopique. Est-ce que l'humain va reprendre? Est-ce que votre mission, c'est un peu ça? C'est de permettre à ce que l'humain puisse reprendre le contrôle de ce développement incontrôlé, selon toi? Pas facile ta question. Non. J'ai toujours beaucoup de mal à me projeter au-delà de 24 mois parce que, vu à la vitesse où on va, c'est presque regarder dans une boule de cristal, je le dis très souvent, ça. Néanmoins, je pense qu'on n'a pas perdu le contrôle, pour être clair, et que il est encore temps d'intervenir. La vision est claire, c'est que l'avenir ne se fera pas sans ces outils d'intelligence artificielle. On parle beaucoup d'agentique, etc., qui est une application concrète. Effectivement, les LLM, je pense que sont appelés à disparaître sous leur forme actuelle, puisque c'est vraiment des outils bruts qui ont appelé à être. On va vers en fait, en gros, pour aller dans le sens de la vision, pour moi, on va vers une fusion de l'ensemble de ça, mais une fusion globale, c'est-à-dire on peut voir les choses de façon différente, c'est-à-dire soit de façon un peu négative en se disant on ne pourra plus distinguer la production humaine de la production synthétique. Je préfère plancher sur une vision un peu plus d'harmonie, c'est-à-dire une combinaison astucieuse en capitalisant sur les forces et les faiblesses de chacun. Le meilleur des deux mondes. J'aimerais bien. En tout cas, c'est à ça que je crois. Mais de toute façon, l'axiome sur lequel qui est certain, c'est que on ne fera plus désormais sans ces outils. La marche, il y aura pas de marche arrière. Ça, j'en suis certain. Le paradigme a changé. On est face à une innovation. J'ai pas souvenir d'avoir vu quelque chose qui avait autant transformé profondément la société de business. Vraiment, c'est quelque chose en tout cas, spectaculaire. Pas depuis Internet. Et pas de cette vitesse. Ouais. Et même Internet, ça a été beaucoup plus lent. Enfin, je veux dire, Internet est devenu un public. Est sorti. ARPANET est devenu Internet en 94. La bulle Internet, elle a éclaté en 2000. Donc, il se passe déjà 6 ans. Ça fait pas 6 ans le LLM. Même si, la bulle de l'IA, il y en a une certaine aussi. Et puis elle va finir par éclater. Il y a des survalorisations, il y a des fuites en avant qui sont un peu inquiétantes pour certaines entreprises, mais ça changera pas le fait que l'IA va pas disparaître. Ça c'est et ça sera même plus l'IA en fait. Pour moi, on voit toujours ça comme c'est la dernière brique
enfin la plus récente en tout cas, pas la dernière, il y en aura peut-être d'autres derrière, mais par rapport à une construction qui date, en fait, on a parlé d'Internet, et bien par-dessus, après, il y a eu le cloud, et puis maintenant, on a l'IA. Avec chaque fois, donc de toute façon, tout ce qui alimente cette pyramide, c'est la data. C'est par ça qu'on a commencé, et c'est vraiment le nerf de la guerre, il est là. Écoute, une vision plutôt d'harmonie pour le futur. Donc on a envie d'adhérer. Hein, utopiste peut-être, je sais pas. On a envie d'y adhérer en tout cas. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir partagé avec nous ces quelques aspects de cette facette de cet écosystème autour de l'intelligence artificielle. Alors, je vous souhaite à toi et tes coéquipiers le meilleur pour Label 4 AI. Et puis pour nos auditeurs, si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Pilou SaaS, que ce soit Spotify, Deezer, Apple ou encore YouTube. On est partout. Partagez cet épisode, s'il vous plaît. À très vite pour un nouvel épisode de Pilou SaaS. Et d'ici là, continuez de construire, d'innover et de partager. Merci encore, Nicolas. Merci à toi, c'était super intéressant et très agréable. À bientôt, salut. À bientôt, salut.